notre plus incroyable réussite et notre plus grande défaite. Au CERN, nous avons accéléré des protons jusqu'à 99,991% de la vitesse de la lumière. C'est une puissance inimaginable. Mais cette réussite colossale est en réalité la preuve de notre impuissance à franchir cette dernière étape. Les équations d'Einstein ont montré pourquoi ce mur cosmique est infranchissable. Pour combler les 7 milliardièmes restants, toute l'énergie connue de l'univers ne suffirait pas. Mais le vrai problème n'est pas l'énergie, car lorsque vous atteignez cette vitesse, là, le temps s'arrête complètement pour vous. C'est pourquoi un photon accomplit son voyage de 13,8 milliards d'années en exactement 0 temps. Cela ne devrait pas être possible. Mais la question vraiment troublante est la suivante. Et si ce n'était pas une limite de vitesse? Et si c'était quelque chose de bien plus étrange, comme l'a découvert Feynman? Si vous aussi, vous voulez comprendre la logique derrière cette impossibilité, alors rejoignez la chaîne, car dans un instant, vous allez voir à quel point ce que nous appelons la causalité est fragile. Nous commençons. Pendant des siècles, nous avons cru que la lumière était instantanée. Nous supposions qu'elle voyageait d'un point à un autre en 0 temps, car c'est ce que notre expérience quotidienne nous disait. Mais, en 1638, Galileo Galilei grimpa sur une colline près de Florence. Il tenait une simple lanterne. Son assistant sur la colline d'en face en avait une aussi, et avec une ambition imem possible sets. Galilée voulut mesurer la vitesse de la lumière. La logique de l'expérience était impeccable. Sa mise en œuvre était parfaite. Mais le résultat fut un néant total. La lumière semblait revenir instantanément. C'est pourquoi l'échec de Galilée fut en réalité le premier grand indice, car cette expérience allait révéler les limites de la perception humaine et la constante la plus fondamentale de l'univers. Cette constante est une vitesse qui défie l'imagination. La lumière parcourt environ 299 792 km par seconde. Pensez à ce chiffre un instant. Juste une seconde. Le temps d'un clignement d'œil. Un photon de lumière peut faire plus de 7 fois le tour de notre planète. C'est pourquoi l'expérience de Galilée était vouée à l'échec dès le départ, car il essayait de mesurer un délai d'environ 5 microsecondes. Mais le temps de réaction du cerveau humain est supérieur à 250 000 microsecondes. Le signal se perdait dans le bruit avant même d'être perçu. La Terre était bien trop petite pour mesurer cette vitesse prodigieuse. La solution devait donc venir du ciel. En 1672, l'astronome danois Paul Rømer remarqua quelque chose d'étrange en observant les lunes de Jupiter. Les passages de sa lune Io derrière la planète s'écartaient systématiquement tout au long de l'année. Lorsque la Terre s'approchait de Jupiter, les éclipses se produisaient 22 minutes plus tôt, et lorsqu'elles s'en éloignaient, 22 minutes plus tard. Mais ce n'était pas là le plus intéressant, car Rømer comprit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur orbitale. C'était le retard dû au temps que mettait la lumière à nous parvenir. C'est ainsi que l'un des plus grands secrets de l'univers fut résolu en regardant les lunes de Jupiter. Le fait que la lumière ait une vitesse finie change fondamentalement notre vision de l'univers, car cela signifie que lorsque nous regardons dans l'espace, nous regardons en réalité dans le passé. Tout ce que nous voyons est un fantôme du passé. Le soleil que vous voyez en ce moment est celui d'il y a 8 minutes. S'il disparaissait soudainement, nous ne le remarquerions pas pendant 8 minutes. Quand vous regardez le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, vous voyez son état d'il y a 4,4 ans.
quand vous tournez votre télescope vers la galaxie d'Andromède, vous regardez 2,5 millions d'années en arrière, à une époque où l'humanité n'avait pas encore évolué. C'est pourquoi l'univers est une immense mosaïque temporelle, où différents moments coexistent. Chaque région semble figée dans sa propre histoire en fonction de sa distance par rapport à nous. La découverte de Rømer a prouvé que l'univers fonctionne avec des délais de communication intégrés. Mais cette découverte a soulevé des questions bien plus profondes. Pourquoi la lumière se déplace-t-elle précisément à cette vitesse, ni plus vite, ni plus lentement? Quelles propriétés de l'univers avaient déterminé ce chiffre si spécifique? Les physiciens se lancèrent à la poursuite de ces questions. Les scientifiques commencèrent à mesurer la vitesse de la lumière avec une précision croissante. Hippolyte Fizeau, en 1849, réalisa la première mesure terrestre réussie en utilisant une roue dentée en rotation rapide. Un an plus tard, Léon Foucault améliora cette méthode avec une technique de miroir tournant. Et Albert Michelson affina ses techniques à un tel point qu'il finit par remporter le prix Nobel. Car à la fin du XIXe siècle, la vitesse de la lumière dans le vide était établie à environ 299 792 km par seconde. Mais, plus ce chiffre devenait précis, plus le mystère s'épaississait, car cette vitesse constante contredisait la théorie la plus dominante de l'époque. Les physiciens croyaient que la lumière était une onde se propageant dans un milieu invisible appelé éther luminifère. Tout comme le son a besoin d'air, ou les vagues de l'océan ont besoin d'eau. Si cet éther existait, alors la Terre, avec sa vitesse de 30 km par seconde autour du Soleil, devait le traverser. On s'attendait donc à mesurer une lumière plus lente dans notre direction de mouvement et une lumière plus rapide dans la direction opposée. Exactement comme courir face au vent ou avec le vent dans le dos. L'expérience la plus célèbre et la plus infructueuse de l'histoire fut conçue pour mesurer cet effet de vent d'éther. Mais, dans leur fameuse expérience de 1887, Michelson et Morley ne trouvèrent rien. Absolument rien. La vitesse de la lumière était exactement la même dans toutes les directions, à chaque saison, à chaque heure du jour. Le vent d'éther n'existait pas, car l'éther lui-même n'avait jamais existé. Ce résultat plongea la physique théorique dans une crise. La lumière était une onde. Les ondes avaient besoin d'un milieu. Mais il n'y avait aucune preuve de l'existence de ce milieu. Il y avait quelque chose que les physiciens comprenaient fondamentalement mal. La physique classique était insuffisante pour résoudre cette énigme, car ces trois éléments dessinaient l'image d'un univers totalement contre-intuitif. C'est pourquoi, en 1905, un jeune employé de bureau des brevets prit ces contradictions et réécrivit avec elles le tissu même de l'univers. Mais, pour ce faire, il dut démolir nos hypothèses les plus fondamentales sur l'espace et le temps. Car si la vitesse de la lumière devait rester constante, ce qui devait changer, c'était l'espace et le temps eux-mêmes. Albert Einstein aborda ce problème d'une manière totalement différente. Au lieu d'essayer d'expliquer pourquoi nous ne pouvions pas détecter l'éther, il supposa simplement que l'éther n'existait pas. Et à partir de là, il formula les deux postulats les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Premièrement, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Deuxièmement, la vitesse de la lumière est absolument constante pour tous les observateurs, indépendamment du mouvement de l'observateur ou de la source. Ces deux principes, en apparence simples, lorsqu'ils sont acceptés simultanément, pulvérisent
des millénaires d'intuition sur l'univers. La conséquence la plus stupéfiante de ces principes est la dilatation du temps. Ce concept stipule que les horloges en mouvement tournent plus lentement que les horloges immobiles. Mais ce n'est pas un défaut mécanique ou une illusion. Le temps lui-même s'écoule réellement plus lentement pour les observateurs en mouvement. Plus votre vitesse augmente, plus le temps ralentit pour vous, à des vitesses quotidiennes. Cet effet est trop faible pour être mesuré. Dans un avion commercial volant à 900 km/h, le temps ralentit d'un facteur d'1 sur 10 trillions. Il faudrait voler sans interruption pendant des milliers d'années pour que votre montre retarde d'1 seconde par rapport à une horloge au sol. Mais, à l'approche de la vitesse de la lumière, cet effet devient spectaculaire. Lorsque vous atteignez 90% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule pour vous plus de 2 fois plus lentement. Une année passée sur Terre se comprime en seulement 5 mois pour vous à bord de votre vaisseau, à 99,9% de la vitesse de la lumière. Le temps ne s'écoule plus qu'à 4,5% de la normale. Si vous reveniez d'un court voyage à cette vitesse, des civilisations pourraient en s'être élevées et effondrées sur Terre, car à la vitesse exacte de la lumière, le temps s'arrête complètement. C'est pourquoi les photons, qui n'ont pas de masse, même s'ils voyagent d'un bout à l'autre de l'univers pendant des milliards d'années, ne connaissent aucun écoulement de temps dans leur propre référentiel. Pour eux, le début et la fin sont instantanés. L'équivalent spatial de la dilatation du temps est la contraction des longueurs. Les objets en mouvement se raccourcissent dans la direction de leur mouvement. Tout comme pour le temps, ce n'est pas une illusion d'optique ou une compression physique. L'espace lui-même se contracte pour les observateurs en mouvement. Ce raccourcissement est déterminé par le même facteur mathématique qui régit la dilatation du temps, le facteur gamma, à 90% de la vitesse de la lumière. Une règle d'1 mètre apparaîtrait plus courte que 44 cm pour un observateur immobile, à 99% de la vitesse de la lumière. Cette règle se réduirait à seulement 14 cm. Plus la vitesse augmente, plus la contraction est grande, et à la vitesse exacte de la lumière, la longueur de l'objet dans la direction du mouvement tombe à 0. Pour tout objet ayant une structure tridimensionnelle, cela représente une impossibilité physique, car cela signifierait que l'objet est écrasé en un plan bidimensionnel. Voilà la réponse. Ces deux effets, le ralentissement du temps et le raccourcissement de l'espace, expliquent pourquoi la vitesse de la lumière reste constante pour tout le monde. L'univers compense votre accélération vers un faisceau lumineux en ralentissant votre temps et en raccourcissant vos instruments de mesure. C'est pourquoi, peu importe comment vous modifiez votre vitesse, le rapport de la distance au temps, qui est la vitesse, reste toujours le même. De ce cadre est née l'équation peut-être la plus célèbre de la science. E est égal à mc au carré. Cette équation est souvent mal interprétée comme une formule pour les armes nucléaires. Mais, sa véritable signification est beaucoup plus profonde. Cette équation dit que la masse et l'énergie sont la même chose, mesurées avec des unités différentes. Et le carré de la vitesse de la lumière est le coefficient de conversion entre ces deux unités. Pensez à la taille de ce coefficient. C au carré est approximativement 9 fois 10 puissance 16. Ce chiffre colossal montre l'énergie immense contenue même dans la plus petite masse. Si seulement 1 kg de matière pouvait être entièrement converti en énergie, il libérerait environ 90 quadrillions de joules. C'est plus que la consommation d'énergie annuelle d'un pays de taille moyenne. Car la masse est de l'énergie condensée.
et l'énergie est de la masse dispersée. Et la vitesse de la lumière apparaît dans cette formule de conversion. Mais ce n'est pas parce que la lumière est spéciale, c'est parce que la vitesse de la lumière représente la relation fondamentale entre l'espace et le temps dans notre univers. C'est pourquoi il serait plus juste d'appeler la vitesse de la lumière la vitesse de la causalité. La théorie d'Einstein a montré que l'espace et le temps ne sont pas absolus, qu'ils se déforment et changent en fonction du mouvement de l'observateur. Le temps pouvait ralentir, les longueurs pouvaient se contracter, et la masse pouvait contenir un potentiel énergétique énorme. Mais n'était-ce que des équations élégantes dans l'esprit d'un employé de bureau des brevets? Ou l'univers fonctionnait-il vraiment de manière aussi étrange? Ces questions ont occupé les physiciens pendant le siècle qui a suivi la publication de la théorie. Car si ces théories étaient vraies, nous devrions voir des preuves du fonctionnement le plus fondamental de l'univers partout. Mais dans le monde réel, existait-il des preuves concrètes confirmant ces effets hallucinants? La théorie d'Einstein a été testée d'innombrables fois depuis ce jour. Et les résultats prouvent que cette théorie n'est pas juste une idée, mais la réalité elle-même. Car des accélérateurs de particules aux satellites GPS. Nous voyons partout que l'univers fonctionne selon ces règles étranges. Et cela nous mène à une vérité encore plus surprenante. Et maintenant, voici le vrai choc, car cette réalité étrange qu'Einstein a mise en évidence n'est pas qu'une simple affaire d'équations sur papier. Ce sont des lois mesurables et prouvables, à l'œuvre à chaque instant, dans chaque recoin de l'univers. Ces lois ont été confirmées à maintes reprises par des découvertes concrètes qui pulvérisent nos intuitions et montrent à quel point la réalité est flexible. Nous arrivons maintenant là où la théorie s'arrête et où la réalité commence. La première preuve montre l'existence d'une barrière IM possible. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial doté d'un carburant illimité et d'une efficacité parfaite. Votre objectif est simple, franchir la barrière de la vitesse de la lumière. Vous allumez les moteurs. L'accélération vous plaque à votre siège. Votre vitesse augmente. 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km par seconde. Vous pourriez atteindre la Lune en 12 secondes. Tout semble normal. Mais, dès que vous dépassez 50%, quelque chose change. Les moteurs fonctionnent à la même puissance, mais votre vitesse augmente plus lentement. Lorsque vous atteignez 90%, la situation devient extraordinaire. Il faut plus d'énergie pour passer de 90 à 99% que toute l'énergie qui vous a amené à 90%, car l'univers commence à vous résister. Cette résistance se mesure par le facteur gamma. À 99% de la vitesse de la lumière, le facteur gamma grimpe à 7,1. Chaque augmentation de vitesse coûte 7 fois plus d'énergie qu'à basse vitesse. À 99,9, c'est 99,99%. Gamma dépasse 220 et à la vitesse exacte de la lumière. Le facteur gamma atteint l'infini. C'est un infini mathématique. C'est pourquoi l'énergie requise pour amener n'importe quel objet massif à la vitesse de la lumière est supérieure à l'énergie totale contenue dans l'univers observable. Ce n'est pas une question de technologie, c'est la mathématique même de l'espace-temps. Mais ce n'est pas seulement une expérience de pensée. Une preuve réelle se produit à chaque seconde dans les hautes couches de notre atmosphère. Lorsque les rayons cosmiques frappent les molécules d'air Zetchi, des particules instables appelées muons sont créées. Ces particules naissent à environ 15 km d'altitude et elles ont une durée de vie incroyablement courte, seulement
2,2 microsecondes, selon la physique classique. Même en se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, elle ne pourrait parcourir que 660 mètres pendant ce temps. Il leur est donc possible de parcourir les 15 km pour atteindre la surface de la Terre. Presque aucune ne devrait survivre. Pourtant, les détecteurs au sol en repèrent d'innombrables à chaque instant. Comment est-ce possible ? La réponse est la dilatation du temps. Ces muons se déplacent à des vitesses comme 99,94% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le facteur gamma est d'environ 30. Par conséquent, le temps s'écoule, pour eux, 30 fois plus lentement que pour nous. De leur point de vue, le voyage de 15 km ne dure que quelques fractions de secondes. C'est pourquoi la plupart réussissent à nous atteindre avant de se désintégrer. Ces particules sont la preuve vivante. Au temps ralenti. Einstein avait raison. Les preuves ne sont pas seulement dans le ciel. Elles sont dans votre poche, dans votre voiture, en ce moment même. Le système de positionnement global, ou GPS, est une expérience de relativité que des milliards de personnes utilisent chaque jour sans le savoir. Les satellites tournent en orbite terrestre à environ 14 000 km/h. Cette vitesse fait que leurs horloges embarquées tournent environ 7 microsecondes, plus lentement par jour que les horloges au sol. Mais il y a aussi l'effet de la relativité générale. Comme les satellites se trouvent dans un champ gravitationnel plus faible, leurs horloges tournent 45 microsecondes plus vite par jour. Lorsque ces deux effets se combinent, les horloges des satellites prennent une avance nette de 38 microsecondes par jour sur les horloges au sol. Si cet écart n'était pas corrigé, les erreurs de positionnement du GPS s'accumuleraient d'environ 10 km par jour. Votre application de navigation deviendrait totalement inutile en quelques heures. C'est pourquoi les ingénieurs calibrent constamment le système en intégrant ces effets relativistes dans les équations. Le fait que le GPS fonctionne est une preuve quotidienne et concrète que la dilatation du temps est réelle et mesurable. Et maintenant, la preuve la plus écrasante. Un anneau de 27 km enfoui sous la frontière franco-suisse. Le grand collisionneur de Hadron, la plus grande machine jamais construite par l'humanité. Cette machine accélère les protons jusqu'à 99,9999991% de la vitesse de la lumière. C'est une vitesse si élevée que, bien qu'un milliard de fois plus léger, chaque proton possède la même énergie cinétique qu'un moustique en vol. Les aimants utilisés pour contrôler cette énergie colossale sont calibrés à l'aide des équations de la relativité. Si la physique classique s'appliquait, ces aimants ne pourraient pas maintenir les protons en orbite, et les particules s'écraseraient contre les murs du tunnel, détruisant instantanément le système. L'existence et le fonctionnement du grand collisionneur de Hadron sont, à eux seuls, la preuve la plus puissante que la relativité décrit correctement la nature. Car cette machine est un monument à la barrière de l'énergie infinie. Énergie infinie, particules au temps figé, décalage temporel dans la vie quotidienne et machine gigantesque repoussant les limites de la physique. Tous disent la même chose. Les règles de l'univers sont bien plus étranges et bien plus strictes que nos intuitions. Mais, malgré ces barrières absolues et ces preuves, les esprits ont toujours posé la même question. Et s'il y avait une exception, peut-être que quelque part dans les règles de l'univers, il y a une faille que nous avons manquée. Mais, c'est pourquoi les esprits créatifs ont toujours cherché une porte dérobée. Ils ont pensé que peut-être,
Au lieu d'accélérer directement, nous pourrions trouver un raccourci. Et cette quête nous a menés aux coins les plus étranges et les plus spéculatifs de la physique. Les premiers candidats étaient les tachyons. Ces particules théoriques étaient conçues pour se déplacer toujours plus vite que la lumière. Tout comme nous nous déplaçons toujours plus lentement que la lumière, pour eux, la vitesse de la lumière n'était pas une barrière infranchissable par le bas, mais une limite inatteignable en ralentissant par le haut. Le concept semblait mathématiquement élégant. Mais il y avait un problème majeur, la causalité, car en relativité restreinte, voyager plus vite que la lumière est mathématiquement équivalent à voyager dans le temps. Des observateurs se déplaçant à des vitesses différentes ne pourraient pas s'accorder sur le fait qu'un tachyon avance ou recule dans le temps. Un message tachyonique pourrait donc être reçu avant d'avoir été envoyé. Cette situation crée un effondrement logique. Elle mène à des contradictions insolubles, comme le paradoxe du grand-père. L'univers ne pourrait pas avoir une histoire cohérente. C'est pourquoi aucune expérience n'a jamais détecté l'existence d'un tachyon. Ils sont restés une curiosité mathématique plutôt qu'une réalité physique. Ensuite, les étrangetés du monde quantique sont entrées en jeu. L'effet tunnel quantique. Dans ce phénomène, une particule peut soudainement apparaître de l'autre côté d'une barrière qu'elle ne pourrait classiquement pas franchir. La particule ne passe ni au-dessus ni autour de la barrière. Elle apparaît simplement au-delà. Cela ressemble à un saut plus rapide que la lumière. Mais une analyse attentive révèle que ce n'est pas le cas. L'effet tunnel quantique n'envoie en réalité rien plus vite que la lumière, car une particule quantique n'est pas une bille ponctuelle, mais un paquet d'ondes étalées. Pendant l'effet tunnel, ce paquet d'ondes se reforme, et le pic du paquet peut apparaître de l'autre côté avant que le paquet entier n'ait pénétré la barrière. Cela crée une illusion, mais l'information réelle n'est pas transportée par le pic du paquet d'ondes, mais par son front d'ondes. Et ce front d'ondes obéit toujours à la causalité. Il ne se déplace jamais plus vite que la lumière. Des expériences menées dans les années 1990 l'ont prouvé de manière concluante. L'effet supraluminique apparent lors de l'effet tunnel est un artefact de mesure, Masacha, pas une véritable violation. Et enfin, il y a le domaine où la science se rapproche le plus de la fiction. Les moteurs à distorsion et les trous de verre. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a suggéré qu'un vaisseau spatial pourrait franchir des distances cosmiques sans aller localement plus vite que la lumière. En contractant l'espace-temps devant lui et en le dilatant derrière lui. Le vaisseau surferait sur une vague d'espace-temps déformée. La mathématique de la relativité générale autorise théoriquement une telle solution. Mais il y a un problème. Pour y parvenir, il faut de la matière exotique, avec une densité d'énergie négative. Cette matière doit créer une répulsion gravitationnelle. Et la quantité requise pour une modeste bulle de distorsion dépasse tout le contenu en énergie positive de l'univers observable. Les trous de verre nécessitent la même matière IM possible. Ces tunnels théoriques pourraient relier des points distants de l'espace-temps. Mais, pour les maintenir ouverts et traversables, il faut encore de la matière exotique. C'est pourquoi chaque échappatoire théorique se heurte au même obstacle final. Des exigences énergétiques physiquement impossibles. Comme vous le voyez, chaque raccourci proposé pour voyager plus vite que la lumière soit viole la causalité, soit nécessite des substances qui n'existent pas dans l'univers.
Les tachyons créent des paradoxes logiques. L'effet tunnel quantique se révèle être une illusion. Les moteurs à distorsion et les trous de verre exigent une technologie inaccessible. Cela montre que la limite de la vitesse de la lumière n'est pas une simple limitation de vitesse, mais une propriété géométrique infranchissable, tissée dans la trame de l'espace-temps. La barrière n'est pas juste un mur qui nous empêche de passer. La barrière existe parce qu'il n'y a nulle part où aller au-delà. Einstein nous a montré l'existence de cette barrière et son caractère mathématiquement infranchissable. Mais il n'a pas entièrement expliqué le pourquoi. Pourquoi y a-t-il une limite de vitesse cosmique? Pourquoi cette limite est-elle précisément de 299 792 km par seconde? La réponse à ces questions exige de plonger au-delà de la relativité restreinte, dans les profondeurs de la mécanique quantique, car la réponse était cachée dans l'esprit d'un physicien nommé Richard Feynman. Et ce qu'il a trouvé allait montrer que cette barrière, en réalité, n'a jamais existé. Alors, qu'y a-t-il derrière tout ça? Einstein nous a montré ce que faisait la barrière, mais il n'a pas expliqué pourquoi elle était là. Pour répondre à cette question, nous devons descendre au niveau le plus fondamental de la physique, le monde quantique. Car la limite de la vitesse de la lumière n'est pas une règle ajoutée après coup à l'univers. Elle est une conséquence de la manière dont fonctionnent les briques les plus élémentaires de la réalité. Et cette compréhension a pris forme dans l'esprit de Richard Feynman, car il voyait la physique différemment de tout le monde. Au lieu d'équations, il dessinait des images. Au lieu de formules, il écoutait ses intuitions. Et grâce à cela, il a révélé l'un des secrets les plus profonds de l'univers. Le problème dont Feynman a hérité était presque sans espoir. L'électrodynamique quantique, la théorie décrivant l'interaction de la lumière et de la matière, était cassée. Chaque fois que les physiciens tentèrent les calculs les plus simples, les équations donnaient une réponse absurde: l'infini. Quelle est l'énergie qu'un électron isolé dans le vide s'applique à lui-même? Infini. Quelle est la masse d'un électron? Infini. Cette situation indiquait une erreur fondamentale dans la théorie, car en réalité, la masse et l'énergie des électrons étaient en l'infini. Ce problème des infinis a plongé la physique dans une crise tout au long des années 1930. Mais Feynman a abordé ce problème de manière non conventionnelle, tandis que d'autres physiciens renormalisaient ces infinis avec des astuces mathématiques pour les balayer sous le tapis. Feynman est allé à la racine du problème. Pour ce faire, il a complètement reformulé la mécanique quantique. Il l'a appelée la formulation des intégrales de chemin. La physique classique dit qu'une balle de baseball allant du point A au point B suit un seul chemin spécifique. Mais Feynman a suggéré que les particules quantiques fonctionnent de manière totalement différente. Un électron allant de A à B ne suit pas un seul chemin. Il suit tous les chemins possibles simultanément. Les chemins droits, les chemins courbes, les chemins qui remontent le temps, et même les chemins qui font un détour par l'autre bout de l'univers. Un nombre infini de chemins. À première vue, cela peut sembler complètement absurde. Comment une particule peut-elle suivre une infinité de chemins en même temps? La réponse se trouve dans la superposition quantique. Avant d'être mesurée, une particule n'a pas de position ou de chemin défini. Elle existe dans un nuage de probabilité de tous les chemins possibles. Chaque chemin a une amplitude de probabilité qui détermine sa contribution au comportement de la particule. Ces amplitudes sont des nombres complexes, avec une magnitude et une phase.
Et pour calculer la probabilité qu'une particule arrive au point B, vous devez additionner les amplitudes de tous ces chemins infinis allant de A à B. C'est ici que le monde classique émerge de l'étrangeté quantique, car les phases des chemins qui zigzaguent follement à travers l'univers changent très rapidement. Par conséquent, lorsque vous additionnez les amplitudes de ces chemins, elles s'annulent les unes les autres. Mais les phases des chemins proches de la trajectoire classique sont très similaires. Leurs amplitudes se renforcent donc et s'additionnent de manière constructive. En conséquence, l'endroit où l'électron a la plus grande probabilité d'être trouvé est la trajectoire prédite par la physique classique, car cette trajectoire est le point de convergence d'une infinité de chemins similaires. Cette formulation de Feynman était mathématiquement équivalente à la mécanique quantique standard. Mais elle offrait une intuition beaucoup plus profonde sur le fonctionnement de l'univers. Et cette intuition a révélé pourquoi la limite de la vitesse de la lumière existe. Car la contribution d'un chemin à la somme totale dépend d'une quantité appelée action. Et selon la théorie de la relativité, cette action dépend de la manière dont la particule se déplace dans l'espace et le temps. La vitesse de la lumière est le coefficient fondamental qui relie l'espace et le temps. Et voici le point clé. Si l'un des chemins suivis par une particule contient un segment plus rapide que la lumière, l'action de ce segment devient mathématiquement un nombre imaginaire. Cette situation provoque une oscillation infiniment rapide de la phase de l'amplitude de ce chemin. Et une oscillation de phase infiniment rapide signifie une interférence parfaitement destructive. En d'autres termes, les chemins contenant des segments supraluminiques s'annulent les uns les autres avec une certitude absolue, bien que ces chemins existent mathématiquement dans la somme. Ils sont physiquement complètement invisibles, car leur contribution à toute quantité observable est exactement de zéro. Voilà la raison quantique. L'univers n'utilise pas un agent de la circulation pour interdire les déplacements plus rapides que la lumière. La structure mathématique même de la mécanique quantique met automatiquement à zéro les contributions des chemins supraluminiques. Ces chemins s'autodétruisent avant même d'exister. Cette intuition de Feynman a transformé la barrière de la vitesse de la lumière d'un mur en une propriété structurelle de la réalité. Pour rendre ce cadre théorique plus compréhensible, Feynman a développé ses célèbres diagrammes. Ces dessins d'apparence simple ont transformé des calculs mathématiques complexes en une forme visuelle. Dans un diagramme de Feynman, les particules sont représentées par des lignes, comme S, et les interactions par les sommets où ces lignes se rejoignent. Par exemple, la force de répulsion électromagnétique entre deux électrons est dessinée comme un échange de photons virtuels entre eux. Cette ligne ondulée allant d'un électron à l'autre représente le transfert d'un paquet d'énergie et de moment. Et cet échange provoque le changement de trajectoire des électrons, c'est-à-dire leur répulsion mutuelle. Chaque diagramme correspond à une expression mathématique précise. Et pour calculer la probabilité totale d'un processus, vous devez dessiner tous les diagrammes possibles contribuant à ce processus et additionner les résultats. Mais l'aspect le plus intéressant de ces diagrammes est le concept de particules virtuelles. Les photons échangés sont différents des photons réels que nous voyons. Ils sont virtuels. Les photons réels, étant sans masse, doivent toujours se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais les photons virtuels ne sont pas soumis à cette règle. Dans les étapes intermédiaires du calcul, ils peuvent mathématiquement se déplacer plus vite que la lumière. Pourtant, lorsque les contributions de tous les diagrammes sont additionnées,
ces effets supraluminiques s'annulent à nouveau. Et le résultat final respecte toujours la causalité, c'est-à-dire la limite de la vitesse de la lumière. La force de répulsion entre deux électrons n'est pas transmise instantanément. Lorsqu'un électron bouge, l'autre ne le sent qu'après un temps égal à celui que met la lumière pour parcourir la distance qui les sépare. Malgré la liberté des particules virtuelles dans les étapes intermédiaires, le résultat final ne permet jamais un transfert d'informations plus rapide que la lumière. La structure interne de la mécanique quantique garantit que la causalité est toujours préservée. C'est pourquoi le concept de mouvement supraluminique devient dénué de sens au niveau quantique, car c'est parler de chemin qui n'apporte aucune contribution à la somme quantique. Et c'est exactement ce que Feynman a montré. Il n'y avait pas de barrière à franchir, car au-delà de la barrière, il n'y a rien qui appartienne à la réalité. Et c'est pourquoi, au-delà de la barrière, il n'y avait rien qui appartienne à la réalité. Cette compréhension s'est encore approfondie avec un cadre plus large, appelé la théorie quantique des champs. Selon cette théorie, les particules ne sont pas de minuscules billes volant dans l'espace. Elles sont des vibrations locales de champs fondamentaux qui imprègnent tout l'espace-temps. Imaginez cela comme la surface d'un lac calme. La surface est comme un champ. Lorsque vous créez une vague sur cette surface, cette vague se comporte comme une particule. Le champ électromagnétique est partout. Et lorsque ce champ vibre d'une certaine manière, nous observons cette vibration comme un photon. Le photon n'est pas un objet se déplaçant dans le champ. Le photon est la vibration du champ elle-même. De même, le champ électronique remplit tout l'espace. Un électron est une excitation locale de ce champ. Ce point de vue explique parfaitement pourquoi les photons se déplacent à la vitesse de la lumière, Saksham, et les électrons plus lentement, car le champ électromagnétique lui-même est sans masse. L'équation d'onde de ce champ ne permet aux excitations de se propager qu'à la vitesse de la lumière, ni plus vite, ni plus lentement, exactement la limite cosmique. Mais le champ électronique a une masse. Lorsque ce terme de masse est ajouté à l'équation d'onde, il contraint la vitesse de propagation des excitations à être inférieure à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi un électron peut se déplacer à n'importe quelle vitesse jusqu'à la vitesse de la lumière, mais jamais l'atteindre exactement. L'un des tests les plus écrasants prouvant la justesse de ce cadre théorique concerne le moment magnétique de l'électron, ou son facteur G. La physique classique prédit que cette valeur doit être exactement de 1. Les premières versions de la mécanique quantique la révisent à 2. Mais les deux sont fausses, car l'électrodynamique quantique dit qu'un électron interagit constamment avec son propre nuage de photons virtuels, et ces interactions modifient légèrement le facteur G. Il est possible de calculer ces corrections en utilisant les diagrammes de Feynman. Les physiciens ont calculé cette valeur avec une précision incroyable, en calculant des dizaines de milliers de diagrammes, impliquant jusqu'à 5 boucles de photons virtuels. La prédiction théorique correspond à la mesure expérimentale, avec une précision meilleure qu'une part par billion. C'est comme mesurer la distance de New York à Los Angeles avec une erreur de la largeur d'un seul atome. Aucune théorie dans l'histoire de la science n'a été testée avec une telle précision et confirmée de manière aussi parfaite. Et cette théorie inclut la limite de la vitesse de la lumière à sa base. Car, pour que ces calculs soient cohérents, la causalité doit être préservée. C'est-à-dire que rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est pourquoi la mesure du moment magnétique de l'électron
est aussi une confirmation de la limite de la vitesse de la lumière, avec une précision d'une part par billion. Et ce mécanisme ne s'applique pas seulement à l'électromagnétisme. Le modèle standard de la physique des particules étend cette approche à toutes les particules et forces fondamentales, connues, à l'exception de la gravité. Et chaque interaction au cœur de ce modèle respecte la limite de la vitesse de la lumière. Mais l'un des phénomènes les plus étranges du monde quantique semble à première vue violer cette limite, l'intrication quantique. Dans ce cas, qu'Einstein a appelé l'action fantomatique à distance. Deux particules restent instantanément liées, quelle que soit la distance qui les sépare. Dès que vous mesurez la propriété de l'une, la propriété de l'autre est instantanément déterminée. Cela se produit instantanément, même si elle se trouve à l'autre bout de la galaxie. Est-ce que cela signifie un transfert d'informations plus rapide que la lumière? La réponse est non, car vous ne pouvez pas utiliser cette corrélation pour envoyer un message. Lorsque vous mesurez votre propre particule, vous obtenez un résultat complètement aléatoire. Votre partenaire distant obtient également un résultat aléatoire. Pour comprendre que vos résultats sont corrélés, vous devez comparer vos mesures. Et cette comparaison nécessite une communication ordinaire, qui ne peut voyager qu'au maximum à la vitesse de la lumière. Une preuve mathématique appelée le théorème de non-communication montre de manière concluante que l'intrication ne peut pas être utilisée pour une communication supraluminique. La mécanique quantique frôle la violation de la causalité avec ses corrélations instantanées, mais s'arrête juste à la limite, car la cohérence logique de l'univers en dépend. Toutes ces structures théoriques et expériences nous mènent à une seule conclusion. La vitesse de la lumière n'est pas une limite arbitraire. C'est la seule vitesse qui permet au champ quantique et à l'espace-temps relativiste de fonctionner de manière cohérente. Lorsque vous essayez de construire une théorie quantique des champs cohérentes, cette vitesse émerge comme une nécessité mathématique. Si vous essayez d'écrire une théorie qui permet une propagation supraluminique, les mathématiques s'effondrent. Les probabilités deviennent négatives. La causalité est violée et des contradictions logiques apparaissent. C'est pourquoi ce que Feynman et d'autres ont montré n'est pas l'existence d'une interdiction, mais la découverte d'une nécessité. La limite de la vitesse de la lumière est le prix que l'univers doit payer pour rester cohérent. Feynman a passé sa carrière à essayer de comprendre et d'expliquer cette structure fondamentale de la physique. Ses intégrales de chemin, ses diagrammes et ses contributions à la théorie des champs nous ont montré que la limite de la vitesse de la lumière n'est pas un mur. Elle est le tissu même de la réalité. Mais tous ces détails techniques et cette certitude mathématique nous préparent à une compréhension plus grande et plus bouleversante. Car la vitesse de la lumière n'a en réalité rien à voir avec la lumière. Et lorsque cette vérité est comprise, notre regard sur l'univers, sur le temps et sur notre propre existence change pour toujours. Car cette constante n'est pas juste une vitesse. Elle est le battement de cœur de la réalité elle-même. Et maintenant, voici le véritable miracle. Car la vitesse de la lumière n'a en réalité rien à voir avec la lumière. Cette affirmation est contre-intuitive. Mais c'est la vérité la plus profonde que les physiciens aient découverte. Les photons se déplacent à cette vitesse parce qu'ils sont sans masse. Uniquement pour cette raison. Toute particule sans masse doit se déplacer à cette vitesse fondamentale de l'univers. S'ils existent, les gravitons, les particules de la gravité,
se déplacent aussi à exactement 299 792 km par seconde. Cette limite de vitesse cosmique existait déjà dans les tout premiers instants de l'univers, bien avant l'existence du premier photon. C'est pourquoi appeler cette constante vitesse de la lumière est en fait trompeur. Son vrai nom est vitesse de la causalité, car elle représente la vitesse maximale à laquelle n'importe quelle cause dans l'univers peut produire n'importe quel effet. Pensez à ce que signifie la causalité. Un événement en affecte un autre. C'est une logique fondamentale. Une pierre frappe une vitre. La vitre se brise. Le choc précède la brisure. Mais cette simple relation cache une vérité profonde. L'information sur le mouvement de la pierre doit atteindre l'emplacement de la vitre. La vitre ne peut pas se briser en anticipant une pierre qui n'est pas encore arrivée. L'effet ne peut pas précéder la cause. Ce lien causal se propage dans l'espace à une vitesse finie, et cette vitesse a un maximum absolu. Rien dans l'univers ne peut transmettre la cause à l'effet plus rapidement que 299 792 km par seconde. Ni les forces électromagnétiques, ni la gravité, ni aucun autre mécanisme imaginable. Cette limite est universelle. Lorsque vous poussez une extrémité d'une barre d'acier, l'autre extrémité ne bouge pas instantanément. Votre poussée crée une onde de compression qui se propage dans le matériau à la vitesse du son. Cette vitesse est d'environ 5 km par seconde dans l'acier. Même si vous fabriquiez une barre avec le matériau le plus rigide possible, cette onde ne pourrait jamais dépasser la vitesse de la causalité, car cette limite n'est pas une contrainte d'ingénierie, mais une propriété structurelle de la réalité. La relativité restreinte révèle pourquoi cette limite préserve la structure logique. L'espace et le temps font partie d'un tissu unifié d'espace-temps. Des observateurs se déplaçant à des vitesses différentes ne sont pas d'accord sur le temps et l'espace entre les événements. Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité du fonctionnement de l'espace-temps. Pour des événements si éloignés qu'ils ne peuvent pas s'influencer causalement, quelque chose d'incroyable se produit. Les observateurs peuvent être en désaccord sur l'événement qui s'est produit en premier. Un observateur peut voir A avant B, tandis qu'un autre peut voir B avant A. L'univers n'a-t-il donc pas un ordre temporel objectif? Oui et non. Pour les événements qui peuvent pas s'influencer, tous les observateurs s'accordent sur le même ordre. Mais pour les événements qui ne peuvent pas s'influencer, l'univers ne définit pas d'ordre objectif, car il n'y a pas de lien entre eux. La vitesse de la lumière trace précisément cette frontière. La frontière entre les événements qui peuvent s'influencer et ceux qui ne le peuvent pas. Cette situation crée un cône de lumière autour de chaque événement dans l'espace-temps. Votre cône de lumière futur contient tous les événements que vous pouvez influencer par n'importe quelle action que vous entreprenez maintenant. Votre cône de lumière passé abrite tous les événements qui ont pu vous influencer. Tout ce qui se trouve en dehors de ces cônes est causalement déconnecté de vous, inatteignable et incapable de vous affecter. Voyager plus vite que la lumière pulvériserait cette structure causale, car cela signifierait atteindre un événement en dehors du cône. Mais l'ordre temporel de ces événements est indéterminé. Voyager plus vite que la lumière est mathématiquement équivalent à remonter le temps. Pour certains observateurs, vous seriez arrivé à votre destination avant d'être parti. Cela crée des contradictions logiques. Vous pourriez empêcher les événements qui ont causé votre propre existence. C'est pourquoi un univers qui permettrait de voyager plus vite que la lumière ne pourrait pas avoir une causalité fiable.
ce serait un univers incohérent, où les effets pourraient précéder les causes. La vitesse de la lumière préserve cette structure logique. C'est la limite ultime qui garantit la cohérence de l'univers. Cette limite n'est pas seulement un concept théorique, elle façonne également la structure à grande échelle de l'univers. Il y a une limite à l'univers observable. Mais cette limite n'est pas là où l'espace se termine. C'est là où la lumière d'au-delà d'une certaine distance n'a pas encore eu assez de temps pour nous atteindre. Cet horizon cosmique se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière dans chaque direction. Ce chiffre peut sembler contradictoire. Comment est-ce possible si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années? La réponse est l'expansion de l'univers. La lumière partie, il y a 13 milliards d'années, a voyagé à travers un espace en expansion. Au moment où cette lumière nous est parvenue, la région qui l'a émise s'était déplacée beaucoup plus loin en raison de l'expansion cumulative. Mais la situation s'aggrave, car l'expansion de l'univers s'accélère. L'énergie sombre éloigne les galaxies lointaines de nous de plus en plus vite. Les galaxies au-delà d'une certaine distance s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Cela ne signifie pas qu'elles se déplacent plus vite que la lumière dans l'espace. Cela signifie que l'espace lui-même entre nous s'étend si rapidement. Ces galaxies ont franchi notre horizon cosmique. Nous pouvons encore voir la lumière qu'elles ont émise il y a des milliards d'années. Mais aucune lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous parviendra jamais. Elles sont causalement déconnectées de notre avenir. Un message qui leur serait envoyé n'arriverait jamais. Un message venant d'elles ne nous arriverait jamais non plus. La vitesse de la causalité a isolé de manière permanente de vastes régions de l'univers les unes des autres. Avec le temps, presque toutes les galaxies disparaîtront derrière cet horizon, et des astronomes d'un futur lointain pourraient se croire dans un unique groupe galactique entouré d'un vide absolu, car la vitesse de la causalité et l'expansion accélérée auront effacé les preuves de l'histoire cosmique. Cette situation est aussi profondément liée à la flèche du temps. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie, c'est-à-dire le désordre, augmente avec le temps. L'univers évolue d'états ordonnés vers des états désordonnés, et cela définit la direction du temps. Mais pourquoi l'entropie augmente-t-elle vers le futur, Saki, et non vers le passé? Parce que l'information se propage, et l'information peut se propager au maximum à la vitesse de la lumière. L'information émanant de toute structure locale à faible entropie établit des corrélations avec son environnement et augmente l'entropie totale. La vitesse de la causalité détermine la rapidité avec laquelle ces corrélations peuvent s'établir. Cela détermine à son tour le taux d'augmentation de l'entropie à l'échelle cosmique. Un univers avec une vitesse de causalité différente aurait un caractère thermodynamique différent. Une vitesse plus lente aurait pu permettre aux structures d'exister plus longtemps. Une vitesse plus rapide aurait pu empêcher la formation de structures complexes. Notre univers a une vitesse de causalité qui permet aux étoiles de brûler pendant des milliards d'années, aux planètes de refroidir, Sachins, et à la vie d'évoluer. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le principe anthropique suggère que des observateurs ne peuvent exister que dans des univers dont les paramètres sont compatibles avec leur existence. Nous observons donc cette vitesse de causalité, parce que cette vitesse fait partie des valeurs qui permettent à des observateurs comme nous d'exister. Cela n'explique pas pourquoi elle a cette valeur. Mais cela explique pourquoi nous ne devrions pas être surpris. C'est pourquoi
l'origine de cette constante fondamentale de l'univers reste l'un des plus grands mystères de la physique. Car cette limite n'est pas juste un chiffre, elle est le rythme même de l'existence. C'est le tempo fondamental qui rend la réalité possible. Et ce tempo pourrait être la clé pour comprendre le plus grand secret de l'univers, à savoir pourquoi nous existons. Mais ce tempo dessine aussi nos limites ultimes. Et lorsque nous prenons conscience de ces limites, nous sommes confrontés à la vérité la plus bouleversante sur notre place dans l'univers. Car cette vitesse n'est pas seulement une constante physique, elle est aussi notre destin. Et c'est pourquoi cette vitesse est notre destin. Car la vitesse de la causalité représente la contrainte ultime de l'humanité, avec aucune technologie respectant la physique connue. Nous ne pourrons jamais visiter les étoiles des galaxies lointaines au cours d'une vie humaine. La grande galaxie la plus proche, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière. Même en voyageant à 99% de la vitesse de la lumière, le voyage durerait 2,5 millions d'années en temps terrestre. La dilatation du temps raccourcirait cette durée pour les passagers. Mais, à leur retour, ils trouveraient la Terre vieillie de millions d'années. Il ne resterait même plus la poussière de tous ceux qu'ils connaissaient. La civilisation humaine serait méconnaissable ou aurait disparu. Les voyages au sein de notre propre galaxie sont confrontés à des contraintes similaires. Le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, est à 4,4 années-lumière. Un vaisseau spatial allant à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui dépasse tout système de propulsion que nous pouvons imaginer actuellement, mettrait 44 ans pour y arriver. C'est un aller simple. Le retour prendrait tout autant de temps. Quand les voyageurs reviendraient, leurs amis auraient vieilli et leurs enfants seraient plus âgés qu'eux. Mais ce qui est vraiment bouleversant, ce sont les limites de la communication. Un message envoyé à une civilisation dans une autre galaxie mettrait des millions d'années à arriver. La réponse prendrait tout autant de temps. C'est pourquoi une conversation significative avec des êtres de galaxies lointaines est possible, même en principe. La vitesse de la causalité isole les civilisations cosmiques, les unes des autres, aussi efficacement que des murs de matière infranchissables. Les cosmologistes appellent cette situation la grande solitude. L'univers pourrait être potentiellement rempli de vie. Mais nous ne le saurons jamais, et eux non plus. Les distances sont trop grandes, le temps est trop court, et la limite de vitesse est absolue. Cette isolation s'étend même aux régions de notre propre univers observable. Un message envoyé aujourd'hui à une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière n'y arrivera jamais. Car l'expansion cosmique éloigne cette galaxie de nous plus vite que la lumière ne peut franchir la distance. Nous sommes cosmiquement seuls. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres civilisations dans l'univers. C'est parce que l'univers rend la communication entre les civilisations distantes possible. La vitesse de la causalité nous a emprisonnés sur notre propre île cosmique. Pourtant, cette contrainte qui nous isole est aussi ce qui nous permet d'exister. Sans la limite de la vitesse de la causalité, l'univers se transformerait en une contradiction logique. La distinction entre passé, présent et futur disparaîtrait. Même notre capacité à penser repose sur la causalité. Les signaux nerveux dans notre cerveau doivent se propager en séquence. Les souvenirs doivent enregistrer le passé, pas le futur. La conscience elle-même dépend de cette structure temporelle imposée par la vitesse de la causalité.
C'est pourquoi un univers sans limite de vitesse cosmique ne pourrait pas avoir une causalité fiable. Des événements aléatoires d'un futur lointain pourraient changer le passé rétroactivement. L'information sur des choix non encore faits pourrait influencer les décisions qui créent ces choix. L'existence elle-même deviendrait incohérente. Richard Feynman l'avait profondément compris. Sa formulation des intégrales de chemin a montré comment les contributions supraluminiques s'effacent d'elles-mêmes des calculs quantiques. Ces diagrammes ont codé la structure causale dans les mathématiques de la physique des particules. Car il a compris que cette barrière n'est pas un mur. C'est une propriété structurelle de la façon dont l'existence fonctionne. Et nous arrivons maintenant à la vérité la plus profonde. Chercher un moyen de se déplacer plus vite que la lumière revient à chercher un point plus au nord que le pôle Nord. La question suppose quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de plus vite, car la vitesse se mesure en divisant la distance par le temps. Mais, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. L'espace se contracte à zéro. Par conséquent, au-delà de cette limite, le concept même de vitesse perd son sens. L'univers n'interdit pas les voyages supraluminiques. L'univers est construit à partir de composants pour lesquels le voyage supraluminique est dénué de sens. Il n'y a rien à interdire, car il n'y a nulle part où aller. En ce moment, vous lisez ces mots dans un univers régi par des contraintes absolues que nous n'avons pas choisies et que nous ne pouvons pas changer. La vitesse de la lumière trace la frontière de la causalité. Elle détermine la géométrie de l'espace-temps, la structure des champs quantiques et les limites ultimes de l'humanité. Rien de ce que nous construisons ne peut franchir ces limites. Rien de ce que nous découvrons ne peut les supprimer, car elles sont tissées dans l'existence à un niveau plus profond que la matière, l'énergie, ou même l'espace et le temps eux-mêmes. C'est pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur à l'univers. La vitesse de la lumière est ce qui rend la réalité possible. C'est le tempo auquel l'existence se met à jour. C'est la fréquence d'image du cosmos. C'est le rythme sous-jacent à chaque phénomène. Des fluctuations quantiques aux collisions galactiques. Feynman nous a montré comment ce rythme naît des principes les plus profonds de la physique. Einstein nous a montré comment ce rythme façonne l'univers. Et tous deux nous ont appris que cette limite n'est pas notre prison. Elle est notre fondation. Le sol sur lequel nous nous tenons existe grâce au fait que la causalité s'écoule dans une seule direction, à une seule vitesse maximale. La barrière qui nous limite est aussi la barrière qui nous a créés. Mais toutes ces découvertes épiques, ces vérités bouleversantes, ces limites absolues, nous obligent à nous arrêter et à réfléchir un instant. Nous devons aller au-delà des équations et des preuves de la science et poser la question la plus fondamentale. Que signifie réellement tout cela pour nous? Être conscient sur cette petite planète. Car le son de ce métronome cosmique ne rythme pas seulement l'univers, mais aussi le destin de l'humanité. Et cela nous amène à la question la plus philosophique de l'existence. Et maintenant, nous nous demandons, que faisons-nous de cette connaissance écrasante? Où nous situons-nous au milieu de ces limites absolues? Car comprendre la constante la plus fondamentale de l'univers, c'est bien plus que résoudre une équation physique. C'est faire face aux contradictions les plus profondes de notre propre existence. D'un côté, il y a l'immensité et l'ancienneté hallucinante de l'univers. Un cosmos s'étendant sur 93 milliards d'années-lumière. Une histoire de 13,8 milliards d'années. De l'autre côté, il y a nous, avec notre taille moyenne de 1,7 mètre, notre durée de vie de 80 ans au mieux,
Nous sommes une minuscule poussière dans cet océan gigantesque. Lorsque ces deux réalités se rencontrent, l'esprit s'arrête. Que signifie être si petit dans un univers si grand ? Ce contraste constitue la tension la plus fondamentale de notre existence. Et dans cette tension se cache une vérité à la fois tragique et belle. Car comprendre ses limites, c'est comprendre notre place dans l'univers. La première vérité tragique de cette confrontation est la limitation de notre portée physique. La vitesse de la causalité nous dit qu'une grande partie de l'univers nous est fermée pour toujours. Lorsque nous levons les yeux au ciel et voyons la galaxie d'Andromède, nous regardons un fantôme d'il y a 2,5 millions d'années. Nous pouvons rêver d'y aller. Mais nous ne le pouvons pas. Nous pouvons y envoyer un message. Mais nous n'en recevrons jamais la réponse, car l'univers lui-même a érigé un mur infranchissable de temps et d'espace entre nous. Nous sommes isolés en permanence de nos voisins cosmiques, de civilisations potentielles, et même des bras lointains de notre propre galaxie. C'est un profond sentiment de solitude. Il peut y avoir des trillions de galaxies dans l'univers observable. Mais nous ne pourrons jamais les rejoindre. C'est une vérité brutale que l'univers nous présente. Nous sommes piégés sur notre petite île cosmique, et l'océan, au-delà de cette île, restera à jamais inaccessible. C'est pourquoi nous devons être humbles quant à l'exploration physique de l'univers. Mais, au milieu de cette triste réalité, une beauté incroyable émerge. Nous ne pouvons peut-être pas y aller physiquement. Mais notre esprit le peut. Notre corps est peut-être enchaîné à cette planète. Mais notre compréhension peut s'étendre aux coins les plus reculés de l'univers, jusqu'au tout début des temps. Nous pouvons entendre l'écho du Big Bang qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Nous pouvons voir comment se sont formées les galaxies à des milliards d'années-lumière. Nous pouvons calculer comment le temps s'arrête à l'horizon des événements d'un trou noir. Et surtout, nous pouvons comprendre pourquoi cette barrière ultime qui nous limite, la vitesse de la causalité, existe. C'est la plus grande victoire de la conscience humaine. L'univers nous a peut-être imposé une limite physique. Mais il ne nous a pas imposé de limite à la compréhension. C'est pourquoi notre petitesse est en fait notre plus grande force. Car cette petitesse nous pousse à regarder plus profondément, à comprendre davantage, à recréer l'histoire de l'univers dans notre propre esprit. Vous faites partie de ce voyage incroyable. Votre corps est peut-être assis sur cette chaise en ce moment. Mais votre esprit, avec ce que vous apprenez maintenant, voyage à des milliards d'années-lumière. Vous êtes aussi cet être miraculeux qui peut regarder la lumière de ces galaxies inaccessibles et percer leurs secrets. Cela nous amène à un deuxième contraste, l'opposition entre l'infinité du temps cosmique et la brièveté de la vie humaine. L'univers existe depuis 13,8 milliards d'années. Notre Soleil brillera encore pendant environ 5 milliards d'années. Mais notre temps est si limité, quelques décennies seulement, un instant qui passe en un clin d'œil. Sur cette immense chronologie, notre existence occupe moins d'espace qu'un grain de sable. C'est une pensée qui peut d'abord assombrir le cœur. Dans tout ce drame universel, notre rôle est si insignifiant. Nous naissons, nous vivons et nous mourons, et l'univers continue son cours sans même remarquer notre existence. Lorsque la lumière des étoiles qui existaient il y a des milliards d'années nous parviendra, nous serons partis depuis longtemps. Nous ne verrons jamais les nouveaux mondes qui se formeront dans des milliards d'années. C'est la fugacité tragique de l'existence humaine. Nous sommes une minuscule vague qui apparaît et disparaît instantanément dans un océan infini.
Faire face à cette réalité exige de faire la paix avec sa propre mortalité, car nous ne sommes qu'un minuscule paragraphe dans l'histoire de l'univers. Vous êtes aussi cet être miraculeux qui peut regarder la lumière de ces galaxies inaccessibles et percer leurs secrets. Cela nous amène à un deuxième contraste, l'opposition entre l'infinité du temps cosmique et la brièveté de la vie humaine. L'univers existe depuis 13,8 milliards d'années. Notre Soleil brillera encore pendant environ 5 milliards d'années. Mais notre temps est si limité, quelques décennies seulement, un instant qui passe en un clin d'œil. Sur cette immense chronologie, notre existence occupe moins d'espace qu'un grain de sable. C'est une pensée qui peut d'abord assombrir le cœur. Dans tout ce drame universel, notre rôle est si insignifiant. Nous naissons, nous vivons et nous mourons, et l'univers continue son cours sans même remarquer notre existence. Lorsque la lumière des étoiles qui existaient il y a des milliards d'années nous parviendra, nous serons partis depuis longtemps. Nous ne verrons jamais les nouveaux mondes qui se formeront dans des milliards d'années. C'est la fugacité tragique de l'existence humaine. Nous sommes une minuscule vague qui apparaît et disparaît instantanément dans un océan infini. Faire face à cette réalité exige de faire la paix avec sa propre mortalité, car nous ne sommes qu'un minuscule paragraphe dans l'histoire de l'univers. Chaprak Maze. Encore une fois, une lueur d'espoir brille au sein de cette tragédie. Notre vie est peut-être courte, mais ce court instant est le moment où l'univers prend conscience de lui-même. Pendant 13,8 milliards d'années, l'univers a existé de manière largement inconsciente. Des galaxies sont entrées en collision, des étoiles ont explosé, des trous noirs ont tout avalé. Mais il n'y avait pas d'esprit pour observer tout cela, pour le comprendre, pour y réfléchir. Puis nous sommes apparus, sur cette petite planète, dans cette brève période de temps. L'univers s'est regardé pour la première fois. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même. Avec nos yeux, l'univers voit sa propre beauté. Avec notre esprit, l'univers comprend ses propres lois. Et avec notre cœur, l'univers donne un sens à sa propre existence. C'est pourquoi la brièveté de notre vie n'est pas une malédiction, mais un privilège. Car ce court temps qui nous est donné représente un moment sans précédent dans l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers. Vous faites partie de cet instant. Vous êtes la transformation de milliards d'années de matière en un être conscient, capable de comprendre l'univers. Votre existence, aussi brève soit-elle, est l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'univers. Car, grâce à vous, l'univers n'est plus seul. Et cela nous amène à un dernier contraste. La contradiction entre notre isolement cosmique et notre connexion universelle. Comme nous l'avons vu, la vitesse de la causalité nous sépare physiquement. Il y a des vides immenses entre les galaxies. Mais la mécanique quantique et la cosmologie nous racontent une autre histoire. Une histoire où tout est interconnecté. Chaque atome de votre corps a été forgé au cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. L'air que vous respirez en ce moment fait partie du cycle de la vie sur notre planète. Et tout cela, depuis ce premier instant qui a commencé en un seul point il y a 13,8 milliards d'années, est soumis aux mêmes lois fondamentales, aux mêmes constantes fondamentales. La vitesse de la causalité n'est pas seulement une frontière qui nous sépare, c'est aussi une loi universelle qui nous lie tous. Cette loi s'applique aussi bien à la galaxie la plus lointaine qu'aux neurones de votre cerveau. C'est un profond sentiment d'unité. Nous sommes peut-être physiquement seuls. Mais
à un niveau fondamental. Nous sommes tous tissés dans le même tissu cosmique. C'est pourquoi, lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas seulement des points de lumière lointains et froids, nous voyons nos propres origines, notre propre histoire, notre propre famille. C'est le plus grand poème de l'univers. Les distances qui nous séparent sont aussi la preuve du destin commun qui nous unit. Nous sommes des êtres cosmiques, inconscients les uns des autres, mais profondément connectés, dansant au même rythme universel. Ces vérités contradictoires, ces vérités tragiques mais aussi belles, nous amènent à un carrefour. Que devrions-nous ressentir face à cette image que nous offre l'univers ? Que devrions-nous penser ? Car ce n'est pas seulement une découverte scientifique, c'est aussi un voyage spirituel. Et à la fin de ce voyage, nous pourrions trouver la réponse à la question, peut-être la plus importante. Quel est le but de tout cela ? Et c'est pourquoi ce voyage spirituel nous laisse face à la question la plus fondamentale. Quel est le but de tout cela ? L'univers ne nous offre pas de but. Il est, tout simplement. Le but est un cadeau que nous, les parties conscientes de l'univers, apportons à ce grand silence. Car lorsque nous comprenons ses limites absolues, ses profondes contradictions et ses vérités écrasantes, nous trouvons l'opportunité de créer notre propre sens. C'est le plus grand cadeau que la science nous offre. Elle nous montre non seulement comment l'univers fonctionne, mais aussi comment nous pouvons trouver notre place dans ce fonctionnement. C'est pourquoi nous arrivons maintenant à la dernière étape philosophique de ce voyage. Et ici, nous serons confrontés aux vérités les plus personnelles. Cette confrontation nous mène à un autre contraste profond, la contradiction entre notre impuissance physique et notre puissance mentale. D'un côté, il y a les lois de fer de l'univers, la vitesse de la causalité, la gravité, la thermodynamique. Nous sommes soumis à ces lois. Nous ne pouvons pas les changer. Nous ne pouvons pas les violer. Nous sommes enchaînés à la gravité de cette planète. Nous sommes piégés dans le flux unidirectionnel du temps. Et en fin de compte, nous nous inclinerons devant la victoire inévitable de l'entropie. C'est notre impuissance la plus fondamentale. Face aux plus grands événements de la scène cosmique, nous sommes aussi impuissants qu'un seul flocon de neige dans une tempête de neige. Nous ne pouvons pas arrêter l'explosion d'une supernova. Nous ne pouvons pas changer la direction d'une collision de galaxies. Nous ne pouvons même pas contrôler l'orbite de notre propre planète. C'est l'impuissance tragique de l'homme face à l'univers. Nous sommes les joueurs d'un jeu dont nous n'avons pas écrit les règles, et ces règles sont absolues et immuables. Mais Akexke, c'est précisément au milieu de cette impuissance absolue que brille la plus grande victoire de l'humanité. Nous ne pouvons peut-être pas changer physiquement l'univers, mais nous pouvons le comprendre, et comprendre est une forme de transcendance. Nous pouvons prendre les équations qui nous condamnent à ces règles et les écrire sur un tableau noir. Nous pouvons les utiliser pour modéliser le début de l'univers, prédire la mort d'une étoile et réfléchir à la nature du temps. C'est la victoire de l'esprit sur la matière. Notre corps est peut-être soumis à ces lois. Mais notre esprit peut aller au-delà de ces lois pour interroger leur source et leur signification. Les diagrammes qui ont pris vie dans l'esprit de Richard Feynman ont couché sur le papier les interactions les plus fondamentales de l'univers. Les expériences de pensée d'Einstein ont remodelé le tissu de l'espace et du temps. C'est pourquoi notre impuissance physique est en fait le catalyseur de notre puissance mentale. Car percer les secrets de l'univers est un pouvoir bien plus profond que de le dominer physiquement. Vous faites partie de ce pouvoir. Vous êtes un mécanisme que l'univers a fait évoluer pour comprendre ses propres règles.
Votre esprit est le lieu où ces équations cosmiques prennent vie, acquièrent un sens, ce qui nous amène à une contradiction finale. L'opposition entre les règles strictes de l'univers et la créativité infinie qui naît de ces règles. D'un côté, il y a des constantes et des lois immuables qui régissent tout. La vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante gravitationnelle. Ces valeurs ne bougent pas d'un iota. Elles sont les mêmes partout dans l'univers, à tout moment. Cela montre à quel point l'univers est prévisible et mécanique. Un système rigide, fonctionnant comme une horloge. Cette rigidité peut sembler étouffante à première vue, comme s'il n'y avait pas de place pour la créativité, la liberté, les surprises. Cela signifie-t-il que l'univers est tragiquement ennuyeux et déterministe, que tout est déterminé depuis le début, et que nous ne sommes que des acteurs jouant un scénario préécrit? Cette pensée menace le libre arbitre et la quête de sens de l'homme. Mais le plus grand miracle de l'univers réside précisément ici. De ces règles strictes et immuables naissent une complexité et une créativité inconcevables. Tout comme un jeu d'échecs, avec seulement 6 types de pièces et des règles simples, offre un nombre quasi infini de possibilités de jeu. Les lois de l'univers définissent également le plateau de jeu et les règles sur lesquelles l'existence peut se jouer. Mais, à l'intérieur de ces règles, les étoiles, les planètes, les supernovae, les nébuleuses et surtout, la vie émergent. La vie n'est pas une rébellion contre ces règles strictes. La vie est l'expression la plus créative et la plus inattendue de ces règles. La conscience, l'amour, l'art, la philosophie, tout cela est le résultat des mêmes lois physiques fondamentales. C'est pourquoi les règles de l'univers ne sont pas une prison, mais une toile. Et nous sommes les artistes qui peignent notre propre tableau de sens sur cette toile. Vous êtes aussi une preuve de cette créativité. Vous êtes l'une des structures les plus complexes et les plus belles que les particules et les forces les plus fondamentales ont assemblées sur 13,8 milliards d'années. Dans le cadre de ces règles strictes, votre existence est la preuve vivante de l'imprévisibilité et du miracle que peut être l'univers. Après tout ce voyage, nous nous retrouvons devant un miroir, d'un côté, l'infinité de l'univers, de l'autre, notre bref instant. D'un côté, nos limites absolues, de l'autre, notre potentiel infini de compréhension. D'un côté, notre solitude cosmique, de l'autre, notre connexion profonde avec tout. Que ressentez-vous après avoir fait face à ces réalités? Vous sentez-vous petit et insignifiant face à ce cosmos immense? Ou ressentez-vous un profond sentiment d'émerveillement et d'appartenance? Celui de faire partie de quelque chose de grand et de beau. Peut-être que les deux sont vrais. Car être humain, c'est précisément osciller entre ces deux pôles. C'est ressentir simultanément l'humilité de savoir à quel point l'univers est grand et le miracle d'avoir une conscience capable de comprendre cette grandeur. Nous approchons maintenant de la fin de ce long voyage, de la faible lanterne de Galilée aux équations révolutionnaires d'Einstein, des diagrammes étranges de Feynman aux questions philosophiques les plus profondes de l'existence. Nous savons maintenant que la vitesse de la lumière n'est pas juste un chiffre, c'est le tissu causal de l'univers, un principe fondamental qui nous limite et nous crée à la fois. Une loi cosmique qui nous isole et nous lie les uns aux autres. Cette connaissance devrait nous rendre plus sages, plus humbles et peut-être plus pleins d'espoir, car en perçant les secrets de l'univers, nous apprenons en fait à mieux nous connaître nous-mêmes. Ce voyage ne s'arrête pas ici.
Mais nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Il est maintenant temps de rassembler tout ce que nous avons appris et de dire les derniers mots sur la place ultime de l'humanité dans cette grande histoire cosmique. Car à la fin de cette histoire, ce n'est pas une réponse qui nous attend, mais une plus grande compréhension. Dans cette vidéo, nous avons parlé du potentiel de vie dans l'univers et de l'espoir que nous ne soyons pas seuls. Mais je ne vous ai jamais parlé du silence terrifiant de l'univers, malgré des milliards de galaxies. Pourquoi personne ne répond-il jamais? Ce silence a un nom, le paradoxe de Fermi. Peut-être que nous ne sommes pas seuls, mais qu'ils n'ont simplement pas réussi à passer le grand filtre.